Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on ne regarde pas vers les étoiles. On ne va pas chercher des réponses dans l'immensité du cosmos. Non, aujourd'hui, on regarde vers le bas. On va gratter la croûte terrestre jusqu'à se brûler les doigts. Thomas, tu nous emmènes où exactement ? Salut Sarah, écoute, prépare ta doudoune et ton passeport soviétique, on part à l'extrême nord-ouest de la Russie, dans la péninsule de Kola. C'est un endroit désolé, balayé par les vents arctiques, pas très loin de la frontière norvégienne. C'est là, au milieu de nulle part, entre la neige et la rouille, que se trouve ce qui ressemble à une simple plaque de métal soudée au sol. Mais sous cette plaque, Sarah, il y a le vide le plus vertigineux que l'homme ait jamais créé, le forage SG3. Le fameux puits de Kola. J'ai lu que c'était le trou le plus profond jamais creusé par l'humanité. 12 km de profondeur, c'est ça ? C'est exactement ça. 12 262 mètres pour être précis. Pour te donner une échelle, c'est plus profond que la fosse des Mariannes. Si tu faisais tomber une pierre là-dedans, en théorie, il lui faudrait des minutes entières pour toucher le fond. Mais ce n'est pas juste un trou, c'est une cicatrice de la guerre froide. Justement, parlons du contexte. On est dans les années 70. La course à l'espace, c'est un peu fait et refait. Les Américains ont marché sur la Lune en 69. Les Soviétiques ont besoin d'un nouveau terrain de jeu pour prouver leur supériorité technique ? C'est tout à fait ça. On oublie souvent qu'il y avait deux courses. La course vers le haut, l'espace, que les États-Unis ont médiatiquement gagné avec Apollo, et la course vers le bas, vers le centre de la Terre. Les Américains avaient lancé le projet Mohl dans les années 60. Ils voulaient percer la croûte sous l'océan Pacifique. Ils ont abandonné assez vite, faute de budget et à cause de problèmes techniques infernaux. Et donc l'URSS se dit « Le champ est libre, on va aller là où personne n'est jamais allé. On va traverser la croûte terrestre. » Exactement. En 1970, pour célébrer le centenaire de la naissance de Lénine, les Soviétiques lancent le forage de Kola. Il faut imaginer l'ambiance. On est dans un coin reculé, c'est une zone militaire fermée. Ils construisent une tour de forage immense, un bâtiment qui ressemble à une usine verticale, un monstre de béton et d'acier de 60 mètres de haut. L'objectif est simple mais complètement fou. Atteindre 15 km de profondeur. Ils veulent toucher le manteau terrestre. C'est de l'ingénierie brute. On imagine souvent des scientifiques en blouse blanche, mais là, ça devait ressembler à une fonderie de l'enfer. C'est quoi les défis techniques quand on creuse aussi profond ? C'est titanesque. Imagine que tu essaies de tenir un cheveu par le haut et que ce cheveu fait plusieurs kilomètres de long, et qu'au bout, tu dois faire tourner une mèche pour percer du granit. La tige de forage est tellement longue qu'elle devient flexible. Elle ne tourne pas droit, elle ondue, elle se tord. Et plus tu descends, plus la physique change. C'est là qu'on entre dans la deuxième partie de notre histoire, la descente. Parce que ça a pris des années, non ? Ce n'est pas un chantier de 6 mois. Ah non, ça a duré 2 décennies, 20 ans de travail acharné. Les 9 premiers kilomètres, c'était, disons, facile pour les standards soviétiques. Ils ont mis environ 9 ans pour atteindre les 9 kilomètres. Mais après, chaque mètre gagné est devenu une guerre contre la planète elle-même. Pourquoi ? Qu'est-ce qui change après 9 km ? La roche devient plus dure ? Paradoxalement, c'est presque l'inverse, et c'est bien pire. La température grimpe de façon exponentielle. Les géologues avaient prévu qu'à 12 km, il ferait environ 100 degrés Celsius. Ils avaient tout faux. À 12 km, le thermomètre affichait 180 degrés. 180 degrés ? C'est presque le double des prévisions ? Oui, et à cette température, combinée à une pression écrasante, la roche change de comportement. Les foreurs racontaient que la roche ne se comportait plus comme du solide, mais comme du plastique très visqueux. Imagine essayer de percer un trou dans la pâte à modeler chaude. Dès que tu retires la mèche, le trou se referme sur lui-même sous la pression. C'est terrifiant. La terre qui cicatrise en temps réel pendant que tu essayes de la blesser ? C'est une belle image, et c'est exactement ça. Ils devaient changer les têtes de forage toutes les 4 heures. C'était un gouffre financier. Mais Sarah, avant de parler de l'horreur, il faut dire qu'ils ont fait des découvertes scientifiques majeures. On ne creusait pas juste pour la gloire. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? De l'or ? Du pétrole ? Mieux que ça pour un géologue. Ils ont trouvé de l'eau liquide à des profondeurs où elle ne devrait pas exister, piégée dans les minéraux. Et surtout, ils ont trouvé des fossiles de plancton microscopique à 6 km sous la surface, des traces de vie vieilles de 2 milliards d'années, incroyablement préservées malgré des pressions qui broieraient un sous-marin nucléaire comme une canette de soda. C'est fascinant. Donc on a de la science, on a de la prouesse technique, mais on sait tous les deux pourquoi ce puits est devenu célèbre dans la culture populaire. Ce n'est pas pour le plancton. Non, effectivement. Si le puits de Kola est culte aujourd'hui, c'est à cause de ce qui s'est passé, ou de ce qu'on dit qu'il s'est passé, quand ils ont atteint leur point le plus bas. La légende raconte qu'en 1989, alors que le forage atteignait les 12 km, quelque chose d'anormal s'est produit. Raconte-moi la version de la légende, celle qui circule sur les forums, celle qui fait peur. La légende dit que les foreurs ont percé la croûte et sont tombés dans une cavité. La mèche s'est mise à tourner dans le vide. C'était inattendu. Selon le protocole, ils ont remonté la tige et ont décidé de descendre un microphone résistant à la chaleur, un instrument conçu pour écouter les mouvements tectoniques, pour comprendre ce qui se passait dans cette poche d'air. Et là, au lieu d'entendre le grondement de la terre, le bruit des plaques qui bougent,
Ils ont entendu des voix, pas une voix, des milliers, des cris, des hurlements de douleur, de souffrance pure, comme si la cavité n'était pas une poche de gaz, mais une antichambre. Ils auraient percé le toit de l'enfer. C'est ça, le well to hell, le puits vers l'enfer. La légende raconte que le directeur du projet, un certain docteur Azakov, a été terrifié. Ils auraient enregistré 17 secondes de ces cris avant que le microphone ne fonde ou ne soit remonté. Et ce soir-là, une sorte de fumée lumineuse serait échappée du trou, prenant la forme d'une créature ailée, avant de disparaître dans le ciel de Sibérie. Suite à ça, panique générale, le site est abandonné, tout le monde fuit, et on soude le couvercle pour toujours. C'est une histoire incroyable. J'ai déjà entendu cet enregistrement audio sur Internet. C'est viscéral. Ça te prend aux tripes. On dirait vraiment une foule en train de brûler. C'est fait pour. Et c'est là que je dois mettre ma casquette d'enquêteur à Bajwa-Sara, parce que cette histoire, aussi géniale soit-elle pour un film d'horreur, est un mélange fascinant de faits réels et de pure invention. Je m'en doutais, mais d'où ça sort? Qui a lancé ça? L'origine est presque comique. Ça vient d'un petit journal chrétien pentecôtiste finlandais, publié en 1989. Un article basé sur une lettre d'un lecteur qui affirmait tenir l'info des médias soviétiques. L'histoire a été reprise par des journaux américains un peu sensationnalistes, puis par le réseau TBN, une chaîne religieuse. C'est devenu le téléphone arabe mondial. Et le fameux docteur Azakov? Il n'existe pas. Aucun registre soviétique ne mentionne ce nom sur le projet Kola. Le véritable directeur s'appelait David Guberman. Et quand on lui posait la question sur l'enfer, il disait « Je ne crois pas en Dieu, mais maintenant je crois peut-être au diable », juste pour jouer avec les journalistes. Mais il a toujours nié les cris. Et l'audio? Ces cris horribles qu'on peut écouter sur YouTube? C'est le clou du spectacle. Des internautes ont analysé la bande sonore. Ce n'est pas un enregistrement unique, c'est une boucle. Et pas n'importe quelle boucle. Ça provient de la bande originale d'un film d'horreur italien de 1972, Baron Blood, de Mario Bava. Ils ont pris les cris des scènes de torture, les ont superposés, ont ajouté de l'écho et du bruit blanc. Et voilà, vous avez les voix des damnés. C'est décevant et rassurant à la fois. Donc pas d'enfer sous la Sibérie. Mais pourquoi ont-ils vraiment arrêté alors, si ce n'est pas à cause des démons? La réalité est plus terre à terre, mais tout aussi brutale. Ils ont arrêté à cause de la chaleur. Comme je te disais, 180 degrés. Leur équipement ne pouvait plus suivre, l'électronique fondait. Et puis, c'était la chute de l'URSS. En 1992, le financement s'est évaporé. Le projet a été mis en sommeil, puis officiellement fermé en 2005. Donc aujourd'hui, si on va là-bas, qu'est-ce qu'on voit? C'est là que l'ambiance devient vraiment lourde, Sarah. Aujourd'hui, le puits de Kola, c'est une ruine fantôme. Le bâtiment immense, la tour de 60 mètres, elle a été détruite, elle s'est effondrée en partie. Il ne reste que des débris de béton, des armatures métalliques tordues par le gel, le tout recouvert de neige la moitié de l'année. C'est un paysage post-apocalyptique. Et le trou? Le trou de 12 km, il est toujours là? Il est là. Au milieu des gravats, tu trouves cette plaque de métal rouillée, boulonnée au sol avec des énormes écrous. Dessus, c'est écrit SG3 et l'épaisseur forage, quelques dizaines de centimètres de diamètre. C'est minuscule. Tu peux marcher dessus sans même réaliser que sous tes bottes, il y a un vide de 12 km. C'est vertigineux quand on y pense. Juste une plaque de métal entre nous et les entrailles de la Terre. C'est ça qui est oppressant. Même si l'histoire décrit est fausse, quand tu es là-bas, dans le silence absolu de la toundra, avec le vent qui siffle dans les carcasses métalliques, tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Tu te dis, et si? Et si le journal finlandais avait raison sur un point? Et si on avait réellement dérangé quelque chose qui dormait en bas? C'est vrai que la géologie a ses propres mystères. On ne sait pas tout ce qui se passe à ses profondeurs. Absolument. On a à peine égratigné la surface de notre propre planète. On connaît mieux la surface de Mars que le fond de nos océans ou la croûte terrestre profonde. Le puits de Kola est fermé, soudé, mais il est là, comme une aiguille plantée dans la peau du monde qu'on n'arrive pas à retirer. Une aiguille de 12 km. Merci Thomas pour cette descente. Je ne verrai plus le sol de la même manière. Fais attention où tu marches, Tara. On ne sait jamais ce qui écoute en dessous. C'est sur cette note très rassurante qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis dans les profondeurs de Kola. N'oubliez pas, parfois les légendes urbaines sont fausses. Mais la réalité est souvent plus étrange et beaucoup plus chaude. À la prochaine.